Bonjour, bienvenue pour cette rencontre avec deux des stars du roman policier italien, Giancarlo De Cataldo et Maurizio De Giovanni, qui sont parmi les auteurs qui ont le plus de succès en Italie, mais qui sont aussi parmi les plus traduits en France. Donc le public français, les lecteurs français les connaissent bien. Peut-être ne les avez-vous pas encore rencontrés, mais voilà, c'est la chance que nous avons cet après-midi. Maurizio De Giovanni a publié Serenata senza nome, qui a été traduit chez Rivage sous le titre Nocturne pour le commissaire Ricciardi, dans une traduction de Odile Rousseau. Et Giancarlo De Cataldo, Io sono il castigo, qui a été traduit par Anne Echnoz chez Anne-Marie Métayer sous le titre Je suis le châtiment. Alors j'ai été très, très heureux non seulement de vous lire, mais de vous lire simultanément tous les deux, parce que j'ai trouvé entre vos derniers livres, entre vos derniers romans, un certain nombre de similitudes, d'affinités qui rend tout à fait cohérents. Alors ce n'est pas un hasard, j'imagine que la présentation a soigneusement étudié l'organisation des rencontres. La première chose qui m'a frappé, c'est que vous avez d'abord, vous accordez une très grande importance à la ville où se passe votre intrigue. Avec Giancarlo De Cataldo, Rome est un personnage aussi important que tous les personnages vivants du livre. Et avec Maurizio De Giovanni, c'est Naples qui est évidemment le personnage, qui est un des personnages, mais je dirais presque le personnage principal également. Ça, c'est un premier point commun. Le deuxième point commun, me semble-t-il, c'est que c'est toujours difficile d'imaginer un détective, un enquêteur qui soit un peu original, qui sorte un petit peu des sentiers battus. Et vos deux personnages d'enquêteurs, à savoir le procureur Manrico Spinori della Rocca chez Giancarlo De Cataldo, est un aristocrate, ce qui est déjà un tout petit peu surprenant, et un aristocrate, à vrai dire, ruiné, parce que sa mère est ludopathe, c'est-à-dire qu'elle est accro au jeu d'argent, bien entendu, elle a ruiné la famille, enfin elle a perdu tout l'argent de la famille, de sorte que ce procureur habite encore un magnifique palazzo, sauf qu'il n'appartient plus à la famille. Il appartient à un fonds de pension de je ne sais où, qui a bien voulu laisser la famille encore habiter dans ce lieu, mais pratiquement en tant que locataire gratuit, ce qui est un petit peu la fin d'une histoire. Et dans le cas de Maurizio De Giovanni, on a également un personnage aristocrate, lui aussi, qui fréquente, d'ailleurs on a de grands passages sur sa vie mondaine, sa fréquentation des salons de l'aristocratie, où il est de bon ton de se montrer. En plus, il est obligé de se montrer pour des raisons compliquées qui tiennent à l'histoire, d'ailleurs, mais ça je ne vais pas vous le raconter tout de suite, sinon ce ne serait pas la peine. Et puis, l'autre point, et j'en finirai là, c'est le côté extrêmement théâtral des deux livres. Alors dans le cas de Giancarlo De Cataldo, c'est évident, puisque son détective est amateur d'opéra. L'opéra, après tout, est une forme de théâtre. Et l'opéra n'est pas un gadget, c'est pas comme... je ne sais pas, comme Sherlock Holmes fumerait la pipe. Non, l'opéra est fondamental dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'opéra qu'il va trouver la solution de cette enquête. Et généralement, il résout les enquêtes, d'ailleurs, en raisonnant de la manière suivante. L'opéra a abordé toutes les scènes violentes possibles et imaginables, toutes les histoires de crimes atroces. Pensez à Rigoletto, cette histoire épouvantable du bouffon qui tue sa fille, etc. Bon, c'est un exemple, entre autres. On pourrait parler de la Traviata ou de toute autre chose. N'empêche que cette connaissance et ce goût de l'opéra fait qu'il pense toujours en termes d'opéra. Et à chaque fois qu'il est confronté à une affaire criminelle, il se dit mon Dieu, c'est quoi? C'est plutôt Rigoletto, plutôt la Traviata, plutôt le Trouvère, plutôt... Et de fait, évidemment, il tombe juste à tous les coups. Dans le livre de Maurizio De Giovanni, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé,
c'est que dans le théâtre classique, on a souvent des intrigues parallèles qui se répondent en miroir, en quelque sorte. On a par exemple les amours, les histoires de famille des maîtres, et puis les histoires d'amour et de famille des domestiques. Et là, il y a un petit clin d'œil, me semble-t-il, à cette habitude classique. Il y a l'histoire normale, et puis il y a des petites histoires secondaires. Il y a l'histoire du Feminiello, par exemple. L'histoire du féminin de Bambinella. Bambinella, c'est un travesti qui sert d'indicateur à la police. Et c'est un travesti, évidemment, un peu avec qui il ne fait pas bon s'afficher quand on est sergent de police ou commissaire de police. Et il n'empêche que Bambinella est quelqu'un de très sympathique et de très utile dans les enquêtes, en plus. Et donc, il y a l'histoire parallèle des amours contrariés de Bambinella et les histoires de l'enquêteur. Mais la première question que je voudrais vous poser, c'est quel rôle joue la ville? Est-ce que ce n'est pas la ville qui vous a donné l'envie, même au départ, d'écrire des romans policiers? Parce que votre écriture, Giancarlo De Cataldo, est tellement ancrée dans le paysage romain, dans la ville même de Rome, et celui de Maurizio De Giovanni dans la ville de Naples, qu'on se dit que c'est peut-être ça qui vous a donné envie d'écrire au départ. Alors, bonsoir. Oh, bonjour, comme vous voulez. Pour égalité, nous avons décidé de parler en italien, donc si je pense quelques mots en français, je vous les dirai. Mais mon mauvais français ne me laisse pas parler, faire toute une conversation en français. Allora, la città è importantissima nel polar italiano perché l'Italia è un paese di città molto diverse tra loro, di culture e di storie molto diverse tra loro. La ville est extrêmement importante puisque pardon? Dans les polars non, italiens. Non, mais c'est pas ça. Je me demandais si vous vouliez me dire que vous ne m'entendiez pas. Bien sûr, j'ai mes notes, ne vous inquiétez pas. Donc, dans le roman policier italien, est très importante parce que l'Italie, c'est un pays qui est fait de villes, de cultures et d'histoires très différentes. Per dire, in Francia c'è Parigi e poi ci sono altre France che noi conosciamo molto poco, molto meno. In Italia ogni racconto di ogni città è un'individualità particolare e ci sono storie che possono essere scritte soltanto a Roma o soltanto a Napoli o soltanto a Venezia o soltanto a Firenze. Et en France, on connaît bien Paris, et puis il y a encore d'autres France qui sont moins connues. En Italie, chaque ville a un caractère individuel qui lui est propre. Il y a donc des histoires qui ne peuvent être écrites qu'à Rome, à Naples, à Venise ou à Florence. E dunque si è creato una specie di movimento del romanzo poliziesco italiano, che è un movimento fatto intanto di persone che si vogliono bene, a volte collaborano, scrivono dei libri insieme, ma è fatto soprattutto di storie che raccontano un paese attraverso la diversità geografica e culturale dei suoi luoghi. Et donc en Italie, il s'est créé une sorte de mouvement du roman policier italien, un mouvement qui est fait de personnes qui se veulent du bien, qui collaborent, qui parfois écrivent même des histoires ensemble, mais des histoires qui racontent le même pays au travers de géographie, de culture et de lieux différents. Nello stesso tempo, e con questo concludo questo primo giro mio, alcuni elementi caratteristici del romanzo poliziesco sono ricorrenti in tutte le storie italiane, qualunque sia la città che le ospita, e vi dirò di più, e sono ricorrenti in tutto il romanzo poliziesco nel mondo occidentale, Europa, ma anche appunto nei paesi occidentali, e piano piano questa specie di internazionale del romanzo poliziesco si è allargata a tutto il mondo, anche a paesi che tradizionalmente che non hanno una tradizione del romanzo poliziesco. Penso a storie che vengono dal Sudafrica o dall'India o da Israele. Ecco, negli ultimi anni c'è un vasto e imponente movimento
del racconto sul male, del racconto nero, che è nello stesso tempo il racconto di realtà e di culture singole, ma anche un racconto universale. Et je terminerai là-dessus. Il existe certains éléments du roman policier qui sont récurrents dans toutes les histoires policières, non seulement italiennes. Donc, elles ne dépendent pas de la ville où se déroule l'histoire. Elles sont récurrentes en ce sens qu'elles sont le propre du roman policier du monde occidental. Je veux dire non seulement européen, mais de tous les pays occidentaux. Et donc, il existe une sorte d'international du roman policier qui s'est étendu au monde entier et qui diffuse la tradition du roman policier, même en Afrique du Sud, en Israël, en Inde. Et c'est en fait ce mouvement qui aborde le récit du bien et du mal, de tout ce qui est obscur, qui parle d'une réalité qui est culturelle et universelle. Maurizio De Giovanni, je voudrais vous poser un peu la même question par rapport à la ville, l'importance de la ville, puisque chez vous, Naples joue un rôle évidemment fondamental et est un personnage là aussi à part entière de l'intrigue. Sì. No. Ah beh, c'est bien. Vabbè. Buonasera a tutti, eccetera. Io condivido pienamente quello che ha detto Giancarlo. Giancarlo è, oltre allo straordinario scrittore che conoscete tutti, uno dei miei più cari amici, quindi abbiamo anche avuto modo di collaborare, eccetera, eccetera. La verità è che il delitto, il crimine, è il racconto della strada, non è il racconto dell'interno degli appartamenti. L'unica vera grande differenza fra le due tipologie di letteratura, la letteratura mainstream e la crime fiction, quella che facciamo noi, è che noi raccontiamo la strada. D'abord, bonsoir à tout le monde. D'abord, je vous dis que je partage à 100% les propos de Giancarlo, qui, en plus d'être un écrivain formidable, est aussi l'un de mes plus chers amis avec qui nous collaborons. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les crimes et les délits sont le récit de ce qui se passe à l'extérieur, dans les rues. C'est-à-dire que nous ne racontons pas ce qui se passe à l'intérieur des maisons, des appartements. Et c'est là l'une des plus grandes différences entre ce que peut être considéré comme mainstream et ce qui peut être considéré comme du crime, de la fiction. C'est-à-dire nous racontons ce qui se passe à l'extérieur. Ora, se ci riflettete, gli interni degli appartamenti si possono dividere per classi sociali, ma non per luogo di appartenenza. Or, à bien voir, l'intérieur d'un appartement se distingue non pas selon l'endroit où il est placé, mais selon la classe sociale qui l'habite. Mentre l'esterno è diverso per ogni luogo che si racconta. E se l'esterno è diverso per ogni luogo che si racconta, il racconto del crimine, che è il racconto dell'esterno, il racconto della strada, il racconto delle interazioni sociali che avvengono per strada, diventa caratteristico per ogni luogo che viene raccontato. Et donc, si on dit que l'extérieur dépend du lieu, alors lorsque nous racontons un crime, c'est clair que nous racontons ce qui se passe dans la rue, les relations sociales qui sont dans la rue, et dans les rues, donc à l'extérieur, et tout cela est propre au lieu où tout cela se passe. Il racconto, lo spartiacque che abbiamo in Italia è Camilleri. Camilleri è il primo che comincia a raccontare un luogo molto particolare, molto peculiare, molto caratteristico. Da lì in poi noi, tutti gli altri, abbiamo cominciato a raccontare il nostro posto. E quello che diceva Giancarlo è molto vero. Ognuno di noi è complementare agli altri. Cioè l'unico modo che si ha di avere un ritratto di un luogo così
composito, così diversificato, così profondamente e gravemente differente come le città italiane e leggere tutti i nostri racconti. Questa è pubblicità. Et en fait, la ligne de partage des eaux se situe à l'époque de Camilleri, qui le premier a commencé à raconter un lieu qui est très spécifique, très particulier, très caractéristique. Et c'est de là que nous tous, nous avons aussi commencé à écrire d'un lieu. Et Giancarlo a raison lorsqu'il dit que nous sommes tous complémentaires les uns les autres. Parce que la seule manière pour faire le portrait d'un lieu aussi composite, aussi différent, mais aussi gravement différent que sont les villes italiennes, c'est de lire tous nos romans à nous. Voilà, et je ferme la page de publicité. Mi agita molto che sta per finire il blocco note. Ok. J'ai un deuxième bloc-notes. Quindi mi fermo qua. Permettez-moi de me livrer à un exercice un peu... Je voudrais me livrer à un exercice un peu périlleux, un exercice d'équilibre, mais je voudrais qu'on parle aussi un peu de choses concrètes, c'est-à-dire, je vais vous dire quelques mots des livres que j'ai évoqués tout à l'heure, dont il est question, en essayant de vous en dire juste assez pour que vous ayez envie de vous jeter sur le livre et le lire immédiatement, et pas trop pour que justement l'histoire ne soit pas déflorée et que vous n'ayez pas envie de dire « Oh, bah, ça y est, je connais l'histoire, ça n'a aucun intérêt ». Donc, j'essaye d'en dire le moins possible, mais juste le nécessaire. Je suis le châtiment, se passe donc à Rome, et commence par un accident de voiture. Un accident de voiture, il y a un chanteur, un pupeux qui a connu des meilleurs jours peut-être, qu'on surnomme Mèche d'Or, qui travaille beaucoup à la télévision pour différentes émissions de variété, qui pousse de jeunes chanteurs et de jeunes chanteuses à débuter dans la carrière, et qui revient justement d'un studio de télévision dans sa voiture, qui est une voiture à un modèle assez luxueux, presque une voiture de collection, et accompagné de son chauffeur. Ils ont un accident, sauf que le Mèche d'Or en question est tué dans l'accident. Sauf qu'on s'aperçoit très vite que la voiture a été sabotée. Les freins ont été sabotés, on a sectionné un câble, on a scié un câble. Or, la destruction de ce câble, ce sabotage, ne peut avoir lieu que très peu de temps avant l'accident de la voiture, pour des raisons techniques. Donc la question est de savoir où se trouvait la voiture, où a-t-elle été garée assez longtemps pour que quelqu'un puisse venir saboter la voiture, et surtout, quelle motivation pouvait-il avoir ? Il se trouve qu'il rentrait des studios de télévision, donc on va tout de suite chercher dans les studios de télévision. Enfin bref, je vous fais très vite le panorama. Plein de gens pouvaient avoir des raisons de tuer ce Mèche d'Or. Des concurrents jaloux, sa femme, qui est un personnage qui est d'origine albanaise, un peu pas très commode, mais surtout elle a de la famille pas très recommandable. Elle a un frère, bon. Mèche d'Or avait aussi des aventures extra-conjugales. Et ça peut aussi jouer un rôle. Enfin bref, on a un panorama de possibilités, de pistes que le lecteur va essayer d'éliminer les unes après les autres, de suivre. Et Giancarlo nous promène à travers toutes ces pistes. Et alors ça devient véritablement un jeu. Et il y a quelque chose de très amusant. Vous parlez de cette mère qui est ludopathe, mais je trouve que l'un et l'autre d'ailleurs, vous gardez au roman policier son aspect ludique. C'est vraiment très, très intéressant parce que le lecteur est absolument mis à contribution et essaye de comprendre, essaye d'éliminer les pistes. Enfin, je ne dis pas que c'est à la Agathe Christie, on en est loin, très loin même. Mais il y a quand même ce côté ludique que vous tenez à préserver. Alors, c'est important pour vous, Giancarlo, cet aspect de jeu, justement, d'énigmes soumises au lecteur? C'est une grosse question. Domandona. Allora, 3 elementi. 1. Ho sempre scritto romanzi molto duri. Voi sapete che Simenon scriveva Maigret e poi scriveva i romanzi durs. Io ho detto voglio scrivere anche qualche romanzo léger.
D'abord, cette question comporte 3 éléments. Le premier, j'ai toujours écrit des romans très durs. Et vous savez que Simenon écrivait donc, sur le commissaire Maigret, mais il écrivait aussi des romans durs, alors que moi, je voulais écrire un roman léger. 2. La tradizione del romanzo poliziesco, che molti di noi hanno, non dico combattuto, ma insomma cercato di cambiare, portato da un'altra parte, portato sulla strada, eccetera. La tradizione ha un grande fascino. È come se io avessi suonato jazz, free jazz per tutta la vita e a un certo punto decidessi ora voglio cimentarmi, fare la prova con gli standard, quindi recuperare una tradizione in un modo ironico. Deuxième élément, la tradition du roman policier, eh bien, beaucoup d'entre nous, en fait, l'ont plutôt combattue. Ont plutôt essayé de la changer, de la détourner, de l'amener sur un autre chemin. Et pourtant, la tradition a toujours exercé un grand charme sur nous. C'est un peu comme si un jazzman qui a toujours fait du free jazz, après à un moment donné, se disait « Eh ben, maintenant, je vais faire les standards de jazz ». Et donc, cette envie de récupérer la tradition de façon ironique. Pour gagner des lectrices et des lecteurs. J'ai rencontré un lecteur l'été passé qui m'a dit sur la plage je ne lis pas des auteurs vivants. Et j'espère qu'il peut considérer un auteur pas beau, je ne sais pas quoi, pour lire mes romans différents, les romans légers. Terzo elemento, Manrico Spinori, come me, non ama molto il mondo contemporaneo. Et troisième élément, Manrico Spinori, tel que moi, n'aime pas beaucoup le monde contemporain. Il mondo contemporaneo dominato dai social, réseaux sociaux, gli sembra pieno di pornografia. Le monde contemporain, qui est dominé par les médias sociaux, lui semble plein de pornographie. Tutti dicono di essere molto emozionati, di provare grandissime emozioni, ma quelle emozioni sono assolutamente finte, servono solo al narcisismo. Et tout le monde, en fait, on ne fait que parler des émotions qu'ils éprouvent, à quel point ils sont touchés, etc. Mais c'est du fake. En fait, c'est du narcissisme. L'opera lirica, invece, racconta solo emozioni false. Alors que l'opéra ne raconte que de fausses émotions. E vi costringe a credere che una soprano molto robusta sta morendo di mal sottile. Et elle nous oblige à croire qu'une soprano, plutôt en embonpoint, meurt de pneumonie, par exemple. O che un tenore colpito da un coltello ci mette un quarto d'ora a tirare le cuoia. Ou alors qu'un ténor, qui a pris un coup de poignard, met un quart d'heure avant de mourir, avant de passer l'arme à gauche. Ma se tu accetti quel patto, vedrai che lì dentro ci sono i veri sentimenti che agitano gli esseri umani. Mais lorsque l'on accepte ce genre de pacte, on se rend compte que c'est des vrais sentiments humains dont il est question. Per esempio la passione, l'avidità, il tradimento, la gelosia, la crudeltà. Ecco, Manrico Spinori sembra essere un uomo di un altro tempo, ma è un uomo d'oggi che cerca di capire la radice di questi sentimenti al di là dell'apparenza. Et en fait, nous, on voit dans l'opéra des passions, l'avidité, la trahison, la jalousie, la cruauté. Et Manrico Spinori semble être un homme d'antan, alors que c'est un homme d'aujourd'hui qui essaye de comprendre quelle est la racine des sentiments au-delà des apparences. E come io lo faccio con l'opera, questo grande mio amico scrittore lo fa con la canzone napoletana, con la grande canzone napoletana. Et ce que je fais avec l'opéra,
Mon ami, cet autre formidable écrivain, le fait avec la chanson napolitaine. Alors parlons de la sérénade, précisément, de la sérénade sans nom. De quelques mots encore là aussi pour vous présenter l'histoire, simplement le tout début de l'histoire, j'en dirai pas plus. Cettina est amoureuse de Vincenzo, voilà, les deux jeunes gens s'aiment, tout ça est très banal. On est dans la période juste avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Et Vincenzo, qui n'est pas riche, qui n'a pas beaucoup de moyens, ne rêve que d'une chose, c'est de faire fortune, de partir aux États-Unis, de faire fortune, et de revenir, évidemment, fortune faite, et d'épouser Cettina. Au passage, ça aura l'avantage de lui permettre d'éviter la guerre, éventuellement, d'être mobilisé si mobilisation il y a, on en parle un peu, c'est dans l'air, ça fait une raison de plus de partir aux États-Unis. Et il dit évidemment à Cettina, tu vas m'attendre. Et elle dit, mais elle est très amoureuse. Elle n'a pas du tout envie de voir Vincenzo partir. D'abord, va-t-il vraiment faire fortune? Rien n'est moins sûr. Et puis, combien de temps ça va durer? À supposer qu'il fasse fortune, combien de temps ça va lui prendre? Elle lui dit, tu sais, moi j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai pas envie de rester attendre pendant des années, donc je ne sais pas, je ne te promets pas que je t'attendrai. Et Vincenzo s'en va, chacun campe sur ses positions. Vincenzo part aux États-Unis, c'est très, très difficile, très pénible, son émigration. Et petit à petit, il fait son chemin, il devient boxeur, il devient même un boxeur extrêmement réputé, très fameux, qui est même considéré par les Italiens comme une sorte de héros national. Et puis il revient, fortune faite, plus ou moins, pour épouser Cettina. Seulement, il s'est passé beaucoup de temps. Et quand il revient, Cettina est mariée. Elle l'avait dit. Elle avait dit qu'elle n'attendrait peut-être pas. Et puis, évidemment, Vincenzo n'est pas très content. Et la première rencontre entre le mari de Cettina et l'ex-amant de Cettina, Vincenzo, se passe assez mal. Et peu de temps après, le mari est assassiné. Alors qu'il il tient un commerce de tissus, il se rendait sur le port pour prendre une livraison aux petites heures du matin, avec une somme d'argent assez importante sur lui, et on le retrouve assassiné dans la rue, sans que l'argent ait été volé du reste. Alors, évidemment, le coupable est facile à trouver. C'est forcément Vincenzo. Vous pensez bien que l'affaire va être un peu plus compliquée, mais je ne vous en dirai pas plus. Donc là aussi, vous abordez un sujet finalement, qui est un sujet très important dans la littérature italienne, dans l'histoire italienne, c'est l'histoire de l'immigration. Alors, ça, c'est la première question que je voudrais vous poser. Il y en a une autre que je voudrais vous poser sur le contexte historique. Mais parlons d'abord de l'immigration. Sì, allora, l'emigrazione è un tema che, come sapete, non è limitato agli anni 30 in cui è ambientata questa storia. Cambia il popolo, cambia il tragitto, cambiano i territori, ma non cambia l'esigenza dell'emigrazione. L'emigrazione è una ferita terribile che un popolo deve accettare sulla propria pelle. Vedere le persone migliori, quelle con più speranze, quelle con più forza, che partono da un luogo per andare in un altro luogo, è sempre, noi seguiamo le storie di queste persone, ma quello che non ricordiamo mai è la ferita orribile che rimane nel posto di partenza, nel territorio di partenza. Et l'émigration, ce n'est pas quelque chose qui est cantonné aux années 30, c'est-à-dire l'époque où se déroule cette histoire. Les peuples changent, les itinéraires changent, les pays changent, mais l'émigration est toujours la même terrible blessure que chaque peuple porte sur sa propre peau. La blessure de voir ses meilleurs éléments avec le plus d'espoir, le plus de force, qui partent, qui d'un lieu se rendent dans un autre lieu. Et en quelque sorte, nous ne faisons que suivre leurs histoires, alors qu'on ne suit pas la blessure que ces personnes laissent, la blessure ouverte, qu'elles laissent dans le lieu qu'elles ont quitté. Qualche tempo fa, su una delle spiagge del mio paese,
fu trovato un bambino, il cadavere di un bambino, irriconoscibile. Questo bambino aveva una giacca e all'interno di questa giacca era cucita una pagella con tutti i 10. Questo bambino si chiamava Yusuf. Il y a quelque temps, scusate, il y a quelque temps sur la plage de mon village, on a retrouvé le cadavre d'un enfant qui était méconnaissable et qui portait une veste dans laquelle il y avait un bulletin avec, pardon, c'est très bête, avec un bulletin scolaire. Il n'avait que des mentions très bien, il n'avait en fait que des 20. Et elle était cousue à l'intérieur de cette veste. Il s'appelait Yusuf. La madre di questo bambino aveva affidato al viaggio di questo bambino e a questa pagella un messaggio molto forte. Aveva detto: mio figlio è bravo, se gli darete una possibilità, questo bambino forse vi darà qualcosa per diventare ricco e per tornare a prendere i suoi cari nel suo paese. Et donc, en fait, le message que la mère avait confié au voyage de cet enfant en lui donnant son bulletin, c'était de dire, c'est un enfant qui est méritant. Donc, s'il a des possibilités, cet enfant peut-être pourra devenir riche et pourra peut-être rentrer chez lui pour retrouver et reprendre ses chers, c'est les personnes qui lui sont chères. Questo bambino non è mai arrivato. Quindi le speranze che aveva questo bambino e le speranze che aveva la madre di questo bambino sono state spente da un naufragio nel Mediterraneo. Quelle speranze e la sofferenza della partenza sono alla base dell'idea di questo romanzo. Cioè io ho voluto ricordare il dolore del mio popolo quando era il mio popolo che partiva per le speranze che aveva. Adesso noi siamo il popolo di arrivo, siamo il popolo che riceve. Io ho voluto ricordare semplicemente che 80 anni fa, soltanto 80 anni fa, era il mio popolo quello che partiva. Et l'espoir... cet enfant n'est jamais arrivé et donc les espoirs se sont écroulés, les espoirs de la mère de cet enfant se sont misérablement écroulés à l'occasion d'un naufrage. L'espoir et aussi les souffrances de ce départ. C'était là, telle était l'idée à la base de ce roman. Et à la base de ce roman, il y a le souvenir de la douleur de mon peuple, de l'époque où c'était mon peuple qui partait vers de nouveaux espoirs, alors que maintenant nous sommes devenus l'espoir, nous sommes devenus maintenant la terre d'arrivée, nous sommes le peuple qui accueille. Mais j'ai voulu rappeler qu'il y a 80 ans, c'était notre peuple qui partait. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que l'histoire se passait dans les années 30 et ça a une importance évidemment parce qu'il y a un arrière-fond politique très important. Vincenzo, je le disais, a fait fortune, en tout cas il s'est fait un peu connaître comme boxeur aux États-Unis. Et il est devenu une espèce de héros national. Or, au cours d'un combat, il va y avoir un accident, il va tuer son adversaire. Pas volontairement, évidemment, encore qu'il a le sentiment de lui avoir donné peut-être un coup supplémentaire qui n'était pas absolument nécessaire pour assurer sa victoire. Enfin bon, quelques jours après le combat, son adversaire décède. Et il est ravagé par cet épisode. Il essaye d'aider la famille, il va veiller le malade à l'hôpital pendant très longtemps, il essaye d'aider sa mère financièrement, moralement, et il décide de mettre un terme à sa carrière après cette histoire. Or, la politique s'empare de la chose parce que ça devient un objet de propagande. Il se trouve que c'était une espèce de héros mussolinien, d'une certaine manière. C'est quelqu'un, un Italien qui avait réussi, qui était devenu un champion de boxe, etc. Son adversaire, en plus, était noir. Donc, aux yeux du régime fasciste,
son existence ne pesait pas très lourd. Et il va y avoir des pressions politiques pour l'obliger à continuer sa carrière. Alors c'est intéressant parce que ça joue un rôle évidemment dans l'histoire, dans la mesure où on a l'impression que Vincenzo a toujours été un petit peu manipulé pendant toute sa vie. Mais pourquoi donner cet arrière-plan politique? Est-ce que ça repose sur quelque chose d'authentique? Pourquoi cet episodio Sì, è ispirato alla storia vera. In Italia c'era un pugile molto famoso in quegli anni che si chiamava Primo Carnera. Questo pugile, un peso massimo, era rappresentativo di quello che oggi chiameremmo macismo italiano, no? Cioè era l'uomo perfetto per il fascismo, perché era forte, era grande e vinceva. Lui ebbe questo incidente, un suo avversario cadde male e morì, ne riportò dei danni forti, tanto da non voler combattere più, e non combatté più per un certo periodo, poi fu costretto dal regime a riprendere a combattere. Questo fatto mi pareva molto importante. Noi facciamo dell'immagine una sostanza, cioè l'immagine è una forma, per noi diventa sostanza, cioè diventa più importante quello che si rappresenta di quello che viene rappresentato. E quest'uomo viene manipolato in questo senso, ma lui, la forza e la delicatezza sono due concetti perfettamente compatibili. Non è detto che il forte debba essere superficiale e che il fragile debba essere sensibile. Cet épisode est inspiré d'une histoire vraie. À l'époque du fascisme, il y avait un boxeur en Italie, Primo Carrera, qui représente un peu qui pourrait être aujourd'hui le machiste par antonomase. Et c'était aussi l'homme parfait pour le fascisme. Il était fort, il était grand et il gagnait. Mais il a eu un accroc dans sa carrière. Il donne un coup à un adversaire qui tombe et meurt. Et Primo Carrera lui-même on subit en quelque sorte des dégâts personnels. Et à ce moment-là, il arrête les combats. Mais à cause de la pression du régime, il doit reprendre les combats. Et c'est un événement très important parce que, en fait, nous croyons que l'image et la substance sont la même chose. Mais ce n'est pas le cas. L'image, c'est la forme. Et c'est très important la différence. Il ne faut pas croire que ce qui est représenté est vraiment ce qui est. Et donc cet homme a été manipulé. Il ne faut pas croire que la force et la délicatesse soient des choses incompatibles, comme quoi il n'y aurait que les fragiles, les personnes fragiles qui sont sensibles, alors que les forts sont superficiels. Il y a une volonté de donner une vision globale de la société. Je pense quand même à une des pistes qui est explorée dans les coupables possibles de l'assassinat du chanteur. Il y a le fait que c'est un militant contre la drogue, contre l'usage de la drogue, et puis en même temps, on s'aperçoit au moment de l'autopsie qu'il est bien chargé lui-même en drogue, et qu'il y a une espèce d'hypocrisie, bien entendu, mais aussi il a bien fallu qu'il rencontre des dealers, qu'il rencontre des gens qui les fournissent, et tout ce trafic de drogue est aussi tout à fait bien détaillé, et puis aussi tout ce milieu des variétés, des shows télévisés, des gens qui veulent percer. C'est comme s'il y avait une volonté de faire une espèce de tableau de tous les étages de la société, en quelque sorte, alors pas seulement dans ce livre-là, mais dans des livres précédents également, c'est-à-dire d'étudier étape par étape un peu toute la société contemporaine. Est-ce que c'est une de vos préoccupations? Oh, sì. Bene. No, c'est de la démonstration d'un lecteur très très précis, donc complimenti. Allora, due cose su questo argomento. Uno, oggi quando scrivi un romanzo poliziesco hai due grandi difficoltà, due grandi problemi, che poi sono i problemi veri di ogni inchiesta.
Uno, internet, le telecamere di sorveglianza, il DNA, i flussi bancari e i social fanno sì che ogni cosa avvenga sotto gli occhi di tutti. Quindi, insomma, commettere un omicidio e farla franca è molto più difficile oggi di qualche anno fa. E tu secondo te perché io scrivo degli anni 30? Esatto, e infatti vedi, è un assist. Molti di noi se guardano al passato, perché una delle componenti è la difficoltà di raccontare un'inchiesta che non sia, diciamo, banale o semplice. Il secondo problema riguarda i media. Donc tout à fait vrai. Il y a deux choses à ce sujet que j'aimerais préciser. D'abord, lorsque l'on est écrivain et qu'on veut écrire un roman policier, nous sommes confrontés à deux difficultés qui se présentent également dans les vraies enquêtes. D'abord, l'existence d'Internet, des caméras de télésurveillance, l'ADN, les flux bancaires et les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout se passe sous les yeux de tout le monde. Donc maintenant, un meurtrier a beaucoup moins de chances de s'en sortir que par le passé. Et c'est donc pour cela que moi, j'écris des romans qui se passent dans les années 30. Je n'ai pas au moins ces problèmes. Et c'est donc pour cette raison que beaucoup d'entre nous s'adressent au passé. Mais la difficulté est aussi de raconter une enquête qui ne soit pas banale. E l'altro problema sono i media. Infatti, questo romanzo, Je suis le châtiment, è il primo di una serie di 4 e uno dei personaggi che ricorrono è una giornalista, Marilena Marinelli, giornalista televisiva di un programma di inchiesta. Allora, i programmi di inchiesta, anche i podcast, hanno una regola. Qualunque inchiesta fatta dalla polizia o dai giudici è sbagliata perché non capiscono niente. Arrivo io e vi dico come stanno le cose. E quindi questo accade nella realtà e accade anche nei romanzi di Manrico. Perché Manrico fa solo casi importanti, diciamo tra virgolette, perché è un uomo che sa stare al mondo. E allora il suo capo gli dice: qui la situazione deve essere gestita in modo intelligente con i media, con la televisione, occupatene tu. E allora, per tornare alla domanda, quando tu racconti la realtà oggi di un paese, questi elementi sono elementi essenziali. Senza questi elementi non c'è il mondo contemporaneo. Et donc l'autre élément sont les médias. Dans Je suis le châtiment, qui est le premier de 4 romans, il y a un personnage récurrent qui est une journaliste de télévision, Marilena Marinelli, qui en fait fait des émissions d'enquête. Or, dans les émissions d'enquête et dans les podcasts également consacrés à ces sujets, il y a une règle, c'est-à-dire tout ce que fait la police et les enquêteurs, c'est faux. Ils ne comprennent rien. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et cette règle est vraie aussi dans mon roman. C'est-à-dire que Manrico, il ne s'occupe que de cas importants parce que c'est un homme du monde. Et donc son chef lui dit, là, il y a un cas qui est important. Toi, donc c'est toi qui vas t'en occuper parce que tu es intelligent et tu sais gérer les médias et la télévision. Donc lorsque aujourd'hui on veut parler d'un pays, de certaines histoires, tous ces éléments sont essentiels, autrement le monde d'aujourd'hui n'existe pas. Perché è vero che sono romanzi leggeri, però è anche vero che io ho fatto per 40 anni il giudice penale e allora insomma un po' il mondo della giustizia lo conosco. Et alors, ve lo racconto per come funziona veramente. Et donc s'il est vrai que j'écris des romans légers, il est vrai aussi que pendant 40 ans, j'étais magistrat au pénal, donc je connais un petit peu quand même le monde de la justice, et je vous le raconte pour ce qu'il est vraiment. Perché è un criminale anche lui. Et il est aussi un criminel.
Ben, vous savez que le plus grand chef de la police de France, l'inventeur de la police moderne, M. Vidocq, était un criminel. Donc, ça c'est... Il était bien placé pour savoir de quoi il parlait, effectivement. Et je voudrais vous demander comment vous travaillez pour les adaptations. Beaucoup de vos romans ont été adaptés en séries, télévisées, en films. Vous avez contribué vous-même à ces adaptations. Comment avez-vous pris part? Est-ce que vous êtes contenté d'être le scénariste? Est-ce que vous avez vraiment travaillé à la réalisation de ces films? Dipende, per me dipende. Cioè, allora, io cerco di collaborare quando qualche mio romanzo diventa un film o una serie. A volte la collaborazione va bene, l'equipe funziona, altre volte l'equipe non funziona e la collaborazione non va bene, ma siccome io vengo diciamo, pagato molto bene per fare queste cose, non vi dirò quando funziona e quando non funziona. Vi dirò che sono tutti i miei figli e che sono contento in tutti i modi dei film e delle serie che sono state tratte dai miei racconti e che spero di farne molte altre in futuro. Et donc, la réponse à cette question n'est pas univoque, ça dépend. Moi, j'essaye toujours de collaborer lorsque l'un de mes romans est adapté à la télévision ou au cinéma. Mais comme toute collaboration, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais puisque je suis très bien payée, je ne dirai jamais lesquels ont marché et lesquels n'ont pas marché. Il s'agit de mes enfants. Toutes les adaptations à la télévision, au cinéma sont mes enfants. Et donc je les aime tous. Et vous, Maurizio? Mi danno un sacco di soldi in effetti e io... Moi aussi je suis très bien payée. E io vendo le storie e poi non le guardo nemmeno in televisione. Et moi je vends mes histoires et je les regarde même pas à la télé. Preferisco leggere i libri, non i miei, i suoi, ma preferisco leggere i libri. Je préfère lire des livres, pas les miens, les siens. E quindi non è rilevante, in realtà è una traduzione. È una traduzione in un altro linguaggio, quindi quest'altro linguaggio c'è gente che lo capisce meglio, gente che lo capisce meno, ma tu nel momento in cui traduci una cosa o consenti di tradurre una tua cosa in un altro linguaggio, devi fidarti del linguaggio del traduttore. Ed è la stessa identica cosa con la televisione e col cinema. Et je pense que cela n'a aucune importance. Pour moi, tout ça, c'est comme une traduction dans un langage différent. Et il y en a qui comprennent ce langage, cette langue, et il y en a qui le comprennent moins. Mais une fois qu'on a accepté, il faut faire confiance au traducteur. Et donc, il faut faire confiance à ce qui se passe à la télé ou au cinéma. Je pense que c'est comme une trahison entre des amants. S'il y a de la satisfaction, s'il marche, c'est une bonne raison. Et sinon, c'est mauvais. Giancarlo, Non lo so se lo voglio sapere. Ah, ok, ha detto Ho detto, è come il tradimento tra gli amanti. Preferisco essere Se ignorante. alla fine sono soddisfatti è un buon tradimento, se non è andata male. Avevo capito che avevi detto una cosa del genere. Giancarlo a évoqué le fait que Je suis le châtiment était le premier d'une série de 4 romans qui allait former un ensemble cohérent. Est-ce que je peux vous demander, Maurizio, quel est l'avenir du commissaire Ricciardi, qui a déjà vécu beaucoup de saisons, mais qui a beaucoup connu d'aventures, mais que en a-t-il d'autres en réserve? Sì, Serenata senza nome è il 7° romanzo della serie di Ricciardi e attualmente sono 13 quelli che sono usciti in Italia. Alors, Nocturne pour le commissaire Ricciardi est le 7e de la série du commissaire Ricciardi. Et en Italie, il y a 13 romans qui sont sortis de lui. Alors,
Mi spiace. Désolé pour vous. No, no, digli tutto però. Mais il faut Tu devi tout dire dire. tutto. Il faut tout dire, il faut tout I dire. bastardi di Pizzo Falcone, Il faut parler Sara, dei battardi Mina di Pizzo Settembre. Falcone, no, Sara, lui deve Mina dire tutto, Settembre. deve dire Ho tutto. una lunga fedina penale. Donc mon casier judiciaire est très chargé. Mais méfiez-vous, là, vous êtes sous bonne garde en quelque sorte avec Giancarlo. Hein. Bien, mais je m'aperçois que notre temps est déjà quasiment écoulé. Je n'en reviens pas d'ailleurs, mais je suis tout à fait désolé parce que les rencontres vont se continuer au Grand Palais éphémère. Je vous signale que les deux auteurs vont signer quelques livres, si vous le voulez bien, maintenant même, à la sortie de ce débat. Donc profitez-en. Et je voudrais vous remercier tous les deux, bien entendu, et remercier Rosanna qui a été notre Sono interprète. venuti perché c'è qualcuno dopo. Maurizio De Giovanni se demandait si vous étiez là, si vous n'étiez pas venu par hasard pour la rencontre d'après. Et moi, je vous demande, mais vous avez déjà acheté les livres avant d'entrer ici, hein? Bien. C'est le ticket d'admission. Grazie. Grazie. Grazie.